375 jours depuis que la République démocratique du Congo est agressée, toute notre compassion envers nos compatriotes de l'Est du pays. Il est 23h à Kinshasa, 1h de plus à Lubumbashi, au Katanga. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette dernière édition d'information sur la télévision nationale. Tout de suite, les principales articulations. Motion de censure contre le Premier ministre congolais. L'opposition parlementaire a mordu la poussière face à la majorité dont les calculs savants ont démontré que cette motion ne remplissait pas toutes les conditions. Et puis, bonne nouvelle pour les populations de Kinshasa et des Matadi. 6 nouvelles locomotives, fruits du partenariat entre l'ex-Onatra et les Sud-Africains, devront relier les deux villes. C'est la bonne nouvelle que nous allons également vous annoncer dans ce journal. Enfin, la résolution 2098 et les questions d'actualité en République démocratique du Congo ont été au centre de l'interview que le ministre des Médias, Lambert Mende Omalanga, a accordé à France 24. C'était en marge de son périple européen. Vous l'entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire. Et bienvenue à tous. Pour commencer, rendons-nous à l'Assemblée nationale. Nous vous l'avons dit, la motion de censure initiée contre le gouvernement Matata n'a pas pu réunir le nombre de signatures requises pour sa recevabilité. C'est ce qui ressort de la plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale sous la conduite de l'honorable Obeminako. Reportage Ponsentu Soumamba, Sido Kidjamboko. Du bureau de l'Assemblée nationale en rapport avec la motion de censure que le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement se sont retrouvés ce lundi 15 avril 2013 en la salle des congrès du Palais du Peuple. Au regard des principes rappelés par le président de la Chambre basse du Parlement, la motion de censure doit être signée par au moins un quart des membres de l'Assemblée nationale. Or, pour les cas d'espèce, les constats révèlent le caractère irrégulier de cette initiative qui devait mettre en cause la responsabilité du gouvernement Matata. Conformément au règlement intérieur et à la pratique parlementaire, nous avons procédé à la vérification et confirmation des signatures avant de passer à l'étape de discussion qui devrait aboutir au vote. Le constat, après vérification et confirmation des signatures, est tel que sur 137 signatures, telles que actées par le bureau, suite au dépôt fait par le collègue Mayo, 96 collègues députés ont maintenu leur signature, 41 collègues députés ont retiré leur signature. Ainsi, le nombre requis pour passer à l'étape suivante, à savoir 125, n'est pas atteint. Le rejet de cette motion de censure impliquerait que les signataires ne peuvent, au cours de la même session, en proposer une nouvelle portant sur le même sujet, a rappelé l'honorable Obeminako. Il faut noter qu'à la fin de cette plénière hyper électrisée consacrée à la motion de censure contre le gouvernement, le Premier ministre Augustin Matata Mponyo lui-même a réagi. Il est ici au micro de Guy Matundu. Je vous propose de le suivre. Est-ce que c'est le triomphe de la démocratie lorsque on est Premier ministre, on dispose d'un gouvernement de la majorité et qu'il y a une motion de défiance, il y a une motion de censure. Le peuple, à travers les députés, a le droit d'exercer en tout cas sa volonté. Et nous pensons que la volonté du peuple a été appliquée. Et nous remercions donc les députés de la majorité. Nous remercions le bureau de l'Assemblée nationale qui a en tout cas géré la situation de manière démocratique. Nous remercions aussi le président de la République qui a suivi de très près cette situation, étant donné qu'il est le patron de la majorité présidentielle et qui a soutenu le gouvernement. Et par-delà, nous remercions toute la population congolaise qui a soutenu le gouvernement. Nous disons que c'est le triomphe de la démocratie. Quant à ce qui nous concerne, nous donnons l'engagement de continuer à travailler pour la population congolaise. Nous continuons à travailler pour promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans ce pays afin que la RDC, conformément à la volonté du chef de l'État, devienne une économie forte, devienne un pays émergent. Les députés et d'autres personnalités qui ont pris part à cette plénière ont donné leurs avis et considérations à la suite, bien entendu, de la plénière. Ils sont cette fois-ci au micro d'Antoine Roger Bolamba. Suivons-les.
un gouvernement responsable qui est dans le chemin de la vision du chef de l'État, que le gouvernement Matata est en train d'abattre un très bon travail et il y a même des actions palpables. Si on n'avait pas la majorité, on devrait passer à la discussion de la motion, mais parce qu'elle est rejetée, la majorité, elle est toujours là et elle est consolidée. L'Union de tous les Congolais pour le progrès est venue soutenir et le Premier ministre et tous les gouvernements derrière tous ces hauts faits que nous avons déjà remarqués ici. Et nous pensons que, comme tous les autres partis politiques de la majorité présidentielle, l'Union des Congolais pour le progrès est derrière les chefs de l'État, est derrière le Premier ministre, et nous sommes convaincus que nous allons gagner cette victoire. Comme lui est le chef du gouvernement et que nous, UCP, nous sommes un parti de la majorité, nous sommes venus pour témoigner au Premier ministre, au chef de l'État et que l'UCP demeure toujours fidèle. Aujourd'hui, nous sommes ici pour montrer aux gens que ce monsieur a une base. Il est en train de changer ce pays avec sa pratique de bonne gouvernance. Sur le plan de la forme, on ne pouvait même plus analyser les problèmes sur le plan, disons, dans les fonds. Donc, sur le plan de la forme, il s'est posé le problème de recevabilité. Il faut qu'il y ait 125 signatures. Dès le moment qu'on a constaté qu'il n'y avait pas ce nombre-là, on ne pouvait pas continuer à traiter cette motion. C'est avec lui que le Congo va devenir un pays émergent, c'est-à-dire un pays pratiquement où le taux de croissance est à 2 chiffres. Et par là, nous allons devenir une grande puissance économique et partant même une grande puissance militaire. Donc par là, nous ne pouvons que... Aime ou qu'on l'aime pas, le Premier ministre est en train de poser des actes positifs. Je crois que le moment était malvenu d'anticiper une telle démarche parce que c'est un gouvernement travailleur qui promet vraiment le futur. Le parti Lumumbiste Unifié Palou s'est mobilisé aussi ce lundi pour apporter son soutien à ses membres qui le représentent au sein du gouvernement de la République. C'est un commentaire de Médard Mouyal. Cette épreuve du gouvernement a permis de souder les partis politiques de la majorité présidentielle. Cette plateforme politique s'est mobilisée pour la démonstration des forces. Dans la salle du congrès du Palais du Peuple, des politiques en ont appelé à l'unisson pour faire échec à la motion de censure pilotée par l'opposition. Le message a été entendu. À l'extérieur, des militants infatigables ont tenu le public en haleine. Drapeaux et banderoles déployés. Le parti Lumumbiste Unifié, Palou du patriarche Antoine Gizenga avec ses 3 membres du gouvernement a redit sa fidélité à Joseph Kabila et aux institutions de la République. La marée humaine était très visible au Palais du Peuple. La résistance comme mode opératoire a très bien fonctionné. Les drapeaux bleus ont servi d'identité. Des militants ont animé à l'extérieur pendant toute la durée de la plénière. C'est une preuve suffisante que la majorité n'a pas été entamée par la division. Et puis ce lundi matin, la tradition a été respectée à la primature. Le chef du gouvernement, Augustin Matata Mponyo, a présidé la réunion de la Troïka stratégique. Il a été question de faire l'état des lieux de la situation économique et financière du pays. Guy Matondo pour le reportage. La motion de censure initiée à l'encontre du gouvernement Matata n'a pas du tout sapé le moral du Premier ministre. Comme à l'accoutumée, il a commencé sa journée de travail à 5 h du matin dès le premier chant de coq. Le chef du gouvernement a pris possession de ses bureaux. 1 heure plus tard, il préside la traditionnelle réunion de la Troïka stratégique. Les membres ont passé en revue la situation économique et financière récente qui est sous contrôle. La situation de la paie a été également évoquée. La Troïka constate que la paie du mois de mars vient de s'achever et les quelques problèmes identifiés en province ont été traités au cours de la séance entre le Comité national de suivi de la paie, les ordonnateurs délégaux provinciaux et les directeurs provinciaux de la Banque centrale du Congo. S'agissant de l'Institut d'émission, son taux directeur demeure à 3% depuis sa révision au mois de février. Les chefs du gouvernement et les membres de la Troïka ont fait le suivi du programme avec le FMI, où une délégation congolaise va séjourner cette semaine aux États-Unis d'Amérique pour prendre part aux assemblées de printemps et du FMI et de la Banque mondiale. Il sera question de discuter avec les services du FMI et les points restés en suspens de l'aide-mémoire de la dernière mission du Fonds monétaire international.
Et puis la réforme de l'université congolaise était au cœur de la rencontre que le Premier ministre a également eue avec les responsables des universités et instituts supérieurs du pays. Ces scientifiques, parmi lesquels se trouvait le recteur magnifique et père de la théologie africaine, Tarsis Tshibangou-Tshishikou, ont également abordé la question du financement de la recherche en République démocratique du Congo. Regardez. Directeur des universités et directeurs généraux des instituts supérieurs pédagogiques du pays. Ils sont venus auprès du chef du gouvernement parler de la réforme de l'alma mater congolaise. Le Premier ministre Matata Ponyo a redit son souci de voir l'université demeurer le creuset de la réflexion et de l'excellence et qu'elle doit contribuer à l'édification nationale. Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Bonaventure Tchelo, circonscrit la rencontre du jour. Le Premier ministre a voulu, par cette rencontre, donner l'occasion à tous ces responsables des institutions d'enseignement supérieur de contribuer à la réflexion sur la production, la création de richesses et de leur distribution dans un pays émergent comme le Congo. Et le Premier ministre a estimé que l'université, c'est le creuset du savoir, de la formation d'abord et du savoir, et un milieu qui doit nécessairement apporter sa contribution, pas seulement d'une façon théorique, mais d'une façon pratique et pragmatique, n'est-ce pas, à la résolution des différents problèmes sociaux et économiques de notre pays. Le financement de ces universités, surtout de la recherche. La recherche ne doit pas être une recherche de chambre, ni de bureau. Il faut que les fruits de cette recherche que nous effectuons actuellement dans nos universités et instituts supérieurs soient apportés au gouvernement pour qu'il rende vraiment service au peuple congolais. Une photo de famille a clôturé la réunion de ces éminents scientifiques avec le chef du gouvernement congolais. Nous vous l'avons annoncé dans le sommaire, 6 nouvelles locomotives bientôt sur l'axe Kinshasa-Matadi. La SCPT Xonatra vient de signer avec les Sud-Africains l'accord d'acquisition de ces locomotives. La cérémonie a eu lieu en présence de Madame la ministre du portefeuille, Louise Munga. Reportage Daniela Mouleloa. C'est une première pour la Société commerciale des transports et ports SCTP avec la formalisation d'un partenariat à travers la signature d'un protocole d'accord pour l'acquisition de 6 locomotives en faveur de cette société. Le présent contrat a été signé lundi 15 avril 2013 conjointement par le directeur général AI de la SCTP, Tito Umbadi Malanda, et le chef exécutif de la firme Transnet Ingénierie, Toba Madjoka, en présence de la ministre du portefeuille, Louise Munga Messozi, des cadres et agents de la SCTP. La SCTP aujourd'hui ne dispose que de 2 locomotives. L'acquisition de ces 6 locomotives permettra d'améliorer la fluidité des trafics et surtout le désengorgement du port de Matadi, parce que l'acquisition de ces 6 locomotives font partie intégrante du programme du gouvernement, lequel d'ailleurs s'est engagé à accompagner la SCTP par l'acquisition de 11 autres locomotives. Ce contrat vise aussi l'amélioration des infrastructures portuaires ainsi que l'assainissement des gestions des activités du port de Matadi, pouvant permettre le désengorgement de ces ports par les trajets Matadi-Kinshasa, principale voie de communication. Nous vous l'avons également annoncé dans le sommaire de ce journal. La chaîne de télévision France 24 a invité sur son plateau, il y a quelques jours, le ministre des médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. C'était autour des questions d'actualité, surtout des retombées de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ordonne le déploiement de la brigade spéciale pour instaurer la paix et combattre les groupes armés à l'Est congolais. Regardez. Force d'intervention rapide de l'ONU qui va être déployée prochainement dans le pays. Pour vous, cette réponse militaire était nécessaire? Elle doit absolument venir s'ajouter à tous les efforts politiques que nous faisons pour rétablir la cohésion entre différents groupes de la population, dont certains se laissent aller à soutenir ceux qui agressent notre pays à partir de l'extérieur. Nous pensons que les Nations Unies ont été cette fois-ci proactives, en tout cas plus qu'avant, parce que nous savons d'où nous viennent ces malheurs. C'est depuis que nous avons ouvert nos frontières en 1994 à la demande justement des Nations Unies et que nous avons fait entrer des réfugiés hutus-rwandais avec des armes. C'est de là qu'est partie toute la terrible tragédie aujourd'hui qui voit nos femmes, nos filles subir ces agressions répétitives. Mais néanmoins, une force d'intervention, est-ce que ça ne risque pas d'attiser les violences? Non, il s'agit de surveiller une frontière à problème.
Il s'agit également d'aider la RDC et le Rwanda à mettre fin aux pérégrinations criminelles de groupes armés comme le M23 qui menace le Congo, comme le FDLR qui menace le Rwanda. C'est plutôt un effort pour plus de paix et plus de sécurité et moins de harcèlement contre nos femmes. Nous allons encore revoir le cicéron du gouvernement congolais, Lambert Mende, qui, après l'étape de Paris, s'est rendu à Genève, en Suisse, où il a pris part au 41e Salon international des inventions. Il conduisait, bien entendu, la délégation congolaise a obtenu le principe de l'organisation dans la prochaine édition des inventions de ces assises en République démocratique du Congo. Regardez ces images. De mes fonctions de ministre en charge des médias, je m'occupe également de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Et dans ce cadre-là, nous avons un programme national qui consiste à promouvoir l'esprit de créativité, surtout chez les générations montantes. C'est dans ce contexte que nous avons pris contact avec le Salon des inventions de Genève depuis quelques mois bientôt, pour essayer une synergie qui nous mette ensemble et qui permettent un échange d'expériences, mais également la possibilité de développer dans notre pays un cadre où les inventeurs congolais, qu'ils soient de l'intérieur ou de la diaspora, puissent faire valoir leur esprit inventif, leur créativité. Nous sommes donc là à la recherche de voies et moyens, à la recherche d'une expertise qui permettra de faire de Kinshasa un hub en matière d'inventivité, en matière de créativité dans notre région d'Afrique centrale. La République démocratique du Congo est un pays respectable et qui est respecté, qui a eu des problèmes il y a quelque temps, mais qui commence à émerger. Tous ceux que j'ai rencontrés sont de cet avis. Ils sont déterminés à poursuivre avec nous une coopération mutuellement avantageuse et en tout cas à nous donner un coup de pouce pour réaliser ce que nous voulons, c'est-à-dire un acte de visibilité pour les jeunes Congolaises et les jeunes Congolais qui décident de se lancer dans la recherche des solutions pratiques aux problèmes que rencontre leur communauté à travers des inventions. Et parce que nous parlons des inventions, notons que le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Hermi Musungai Bampali, a reçu il y a quelques jours l'inventeur congolais Kabasele Mwamba. Il a été question pour le ministre de lui annoncer une cérémonie d'hommage que son ministère entend lui rendre pour ses bravoures en matière d'invention en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de parler cette fois-ci de Madame le directeur général ad intérim de la RTNC, Madame Nicole Dibambo Kitoko, qui vient de procéder à l'ouverture de la session de formation à l'intention des techniciens de la radio nationale, Radio Kinshasa également, des langues nationales. C'était à l'ICEA aujourd'hui matin. Suzanne Lumana, Jojon Dubou et Papi Bongo pour le commentaire. Soucieuse de répondre aux desiderata du gouvernement de la République en ce qui concerne la maîtrise des nouvelles technologies de la communication, la radio-télévision nationale congolaise poursuit la formation de ses agents et cadres. C'est ce qui explique les lancements officiels par le directeur général ad intérim de la RTNC, Nicole Dimbambo Kitoko Bwanga, de la formation des remises à niveau des techniciens de la radio nationale, de la radio Kinshasa et des langues nationales. Cette formation s'inscrit dans le cadre du passage de l'analogie au numérique à l'ère de la mondialisation. Tout à fait normal qu'aujourd'hui, les techniciens que vous êtes de la station radio nationale, de la radio Kinshasa et de la direction de langue nationale, que vous vous adaptiez à la manipulation d'une console numérique, d'un serveur audio et au montage du son sur ordinateur. Une familiarisation qui ne peut se faire que par une formation ici à l'Institut congolais de l'audiovisuel ICEA. Question pour vous, participants, d'acquérir les différents outils et techniques nécessaires au montage audio. La direction générale vous exhorte à vous appliquer, et ce pour l'exploitation de ce précieux outil de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le secrétaire général du Parti de la Révolution du Peuple, PRP, a effectué une mission de sensibilisation des jeunes de Kassangoulou au développement de leur territoire, mais également à l'enrôlement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Riki Zuziloya, Jacques Tubobois nous font ce reportage.
La redynamisation des activités du Parti de la Révolution du Peuple, PRP, a mobilisé les filles et fils de Kasangulu, territoire du district de Lukaya, province du Bas-Congo située à plus ou moins 150 km de la capitale Kinshasa. Ils ont chaleureusement accueilli la secrétaire générale du PRP, Dr Bien-Aimé de Dieu Kabila. La foule en liesse a marqué son attachement aux idéaux de Mzee Laurent Désiré Kabila et au PRP par une longue marche à pied, de l'entrée de la cité au centre permanent du genre et promotion de la femme de Kasangulu, érigé pour la circonstance en quartier général du PRP. Mot de bienvenue suivi de la présentation de la délégation du parti venue de Kinshasa par la secrétaire générale. Docteur Bien-Aimé de Dieu Kabila parle de l'importance de l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Elle a ensuite présenté le projet de forage des puits d'eau au profit de la population de Kasangulu. Le clou de la manifestation était la sensibilisation des jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Enfin, la secrétaire générale du PRP a procédé à l'installation du comité territorial de ces partis politiques, territoire de Kasangulu. Dans un autre chapitre, les députés nationaux honoraires, comme on le dit, de la première législature de la Troisième République ont réfléchi pendant 2 jours sur la situation de leur en République démocratique du Congo. C'était en vue de trouver des voies les meilleures susceptibles d'instaurer la paix durable en République démocratique du Congo. À l'issue de ces échanges, un mémorandum de soutien aux assises du dialogue inclusif national, bien entendu, a été présenté. Le point avec Mireille Ndeke. Ils veulent être partie prenante au dialogue national tel que proposé par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans une perspective de la cohésion nationale pour faire face à la menace de la paix dans la partie orientale de la RDC et autres défis dont le pays est confronté depuis son accession à l'indépendance. Un groupe de députés nationaux honoraires de la première législature issue de la Troisième République considère qu'ils ont une expérience à partager avec la communauté nationale à travers cette initiative politique qu'ils ont saluée par ailleurs. Pour ces acteurs politiques, le moment est bien indiqué pour soutenir les institutions de la République. Animé par votre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un Congo meilleur et prospère, fondé sur une véritable démocratie politique, affirmons notre détermination à vous soutenir dans les œuvres de reconstruction nationale, de la restauration de la paix et de l'unité nationale. Réaffirmons notre adhésion à l'idée de la convocation du dialogue national inclusif et ou des concertations nationales inspirées par vous-même pour la cohésion nationale en vue de sauvegarder et de la consolidation de l'unité et de la paix dans le strict respect de nos diversités et particularités positives. Ils ont également saisi l'occasion de décourager les auteurs de la motion de censure initiée contre le gouvernement qu'ils qualifient d'une œuvre maléfique de certains renégats et sophistes dans les desseins de troubler le programme d'action politique du chef du gouvernement réalisé par le gouvernement de la République. D'un dialogue à un autre, nous allons cette fois-ci, en marchant à reculons, parler du dialogue intercongolais organisé il y a environ une dizaine d'années en Afrique du Sud, à Sun City précisément. Ceux qui ont participé à ces assises ont évalué la mise en œuvre des résolutions de ce forum. Suivons. Sun City, c'est déjà 10 ans passés. Les acteurs politiques, les membres de la société civile et autres chercheurs se sont attardés sur les repères d'une nation, la République démocratique du Congo. Au plus fort de sa tourmente politique, les observateurs et analystes qui se sont retrouvés au centre d'accueil Caritas Congo ont retenu la capacité du peuple congolais de parvenir à un consensus grâce à la volonté politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a ramené la paix. Dans leur parcours, les résolutions de Sun City peuvent encore être démises aujourd'hui, même si les conflits armés, l'agression extérieure vient à troubler la quiétude congolaise, s'accaparant ainsi de toute l'attention nationale. Dans leur rapport final, il est à noter l'appel à la mobilisation et à la solidarité nationale pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo.
Notez aussi que la République démocratique du Congo abrite du 15 au 17 avril 2013 les travaux de la deuxième consultation régionale de restitution et de validation du plan stratégique de la CEAC pour la lutte contre le VIH-Sida, exercice 2013-2017. Pour en savoir plus, je vous propose ce reportage de Virginie Lofembe. C'est le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, qui a lancé officiellement les travaux de la deuxième consultation régionale de la CAC en présence du ministre du Genre, Famille et Enfants, Mme Geneviève Inagossi Kassongo, en la salle de réunion du programme national multisectoriel de la lutte contre le sida. Cette consultation va devoir valider et adopter le plan stratégique de la communauté économique des États centrales. Pour le Dr Félix Kabange Numbi, une fois que ce plan sera adopté, il guidera la conduite de la lutte contre le VIH-Sida dans tous les États membres de manière à identifier les actions, mieux les approprier pour répondre plus pertinemment à l'épidémie du VIH-Sida dans l'espace de la CAC. Qualifiant le sida d'un défi majeur au développement de la sous-région et même de l'Afrique, Félix Kabange Numbi a émis le vœu de voir le plan adopté cohérent en harmonie avec d'autres plans stratégiques. Le représentant du PNUD pense qu'au regard de l'ampleur de la maladie qui tue des milliers de personnes, il est donc important que les efforts soient conjugués pour partager les bonnes pratiques en vue d'éradiquer le sida. Pour sa part, le représentant de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest, les décès dus au sida ont chuté dans le monde et que beaucoup de malades ont accès au traitement. Cependant, il ne faut pas autant croiser les bras. L'Afrique demeure le continent le plus touché. Par conséquent, des efforts doivent être déployés pour renforcer la riposte. L'Assemblée générale des médecins de Kinshasa s'est tenue vendredi 12 avril 2013 à l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamayemo. La question sur la promotion en grade, le nouveau barème et les conditions de travail des médecins sont les quelques points abordés au cours de cette rencontre, nous dit Rodé Panda dans ce reportage. À l'instar des autres hôpitaux de la capitale, le Bureau national du SINAMED, syndicat national des médecins de l'hôpital général provincial de référence de Kinshasa, vient de tenir une assemblée générale ce vendredi 12 avril 2013 dans la salle de réunion du département de gynécologie obstétrique où plusieurs médecins ont pris part. À l'ordre du jour figurait la question d'actualité que le secrétaire sectionnaire de cet hôpital, le docteur Kabamba Dani, a rappelé aux médecins au sujet du nouveau cahier de charge déposé au gouvernement central en date du 5 avril 2013. Il faut dire que parmi les points évoqués à cette rencontre, il y a la nomination des grades, le recrutement de nouveaux médecins, la question liée à la fin des carrières, le nouveau barème, les conditions de travail de médecins, pour ne citer que cela. Convaincu de l'attention du gouvernement à la question, le secrétaire sectionnaire et tous les médecins de cet hôpital espèrent que le gouvernement trouvera une solution à leurs requêtes. Nous attendons le retour, c'est-à-dire un son du gouvernement qui pourrait rassurer les médecins, parce que nous voulons travailler, nous avons un but, nous, c'est celui de soulager la population, de soigner la population, et nous devons le faire dans des conditions les meilleures. Lancement du projet dénommé Une meilleure éducation pour le sort de l'Afrique en République démocratique du Congo. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général à l'EPSP. C'est ce que nous rapportent Vital Panga et Eric Djoké. Suivons. La jeunesse est l'avenir de toutes les nations. Au niveau de la SADC, les États membres ont mis à jour en 2010 le projet BIR, Best Education for Africa's Rise, en français, une meilleure éducation pour l'essor de l'Afrique. C'est dans ce cadre que la République démocratique du Congo vient de lancer officiellement son projet BIR par les soins du secrétaire général à l'EPSP, ce grâce au financement de la Corée pour un montant de 2 millions de dollars américains. Des écoles pilotes ont été ciblées, ITP Bumbu et Itav Nsele. Nous estimons que la partie congolaise va s'approprier et capitaliser les appuis de l'expérience coréenne en faveur de tous les enfants congolais. Souhaitons aux membres du gouvernement et aux amis coréens que nous allons faire tout ce qui peut l'être pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ce projet. Le projet BIR s'inscrit dans une stratégie de développement prônée par l'UNESCO, objectif, lutter contre le chômage et prendre en charge la jeunesse à travers l'éducation professionnelle.
Mesdames et messieurs, tout est bien, qui finit bien. C'est la fin de ce téléjournal supervisé par Guillaume Koukoumamengi, coordonné par Joël Lungenza, réalisé par Odilon Kayumba, avec le concours rédactionnel de Jacques Chibouabouameji. Clin d'œil à l'équipe technique avec Jules Chilumba, Ignace Tibangou, Chico Kalonga Bipendo, Patrick Mbamou et Alain Nglia. Demain à 7h, vous allez retrouver Jojo Dubou qui vous tiendra compagnie pour une nouvelle session d'information. Quant à moi, désormais, vous me reverrez sur les mêmes antennes chaque lundi à 23h. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.